Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Bonne année! Salut à tous et bienvenue chez Axe Open pour ce premier podcast de 2023. Alors on vous souhaite tout d'abord une super année 2023 à toutes et à tous, en espérant qu'elle soit évidemment pleine de bonheur, que ce soit pro, perso, sans trop de bugs bien sûr, et puis avec plein de projets IT plus cool les uns que les autres. Alors autour de la table, qu'est-ce que vous souhaitez à nos auditeurs ? Moi, je suis Javaman aigri, donc je souhaite rien à personne. Pas de PHP. Moi, je souhaite surtout de moins de versions possibles à mettre à jour cette année. C'est pas mal, c'est pas mal. On arrête le breaking change. De notre côté, on va démarrer l'année en beauté en vous parlant d'un sujet dont on vous a déjà parlé l'année dernière, qui fait partie de notre actualité, qui est le DevOps. Alors effectivement, l'année dernière, on avait fait un podcast, on vous le remettra en lien dans la description, qui était finalement assez général sur le sujet du DevOps, où on vous expliquait un petit peu ce que c'était et les grands fondamentaux. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller un petit peu plus loin en vous proposant en fait un comparatif des principales plateformes de DevOps qui existent aujourd'hui. On vous fera, pour ceux qui sont un petit peu novices, quelques rappels de base pour poser le contexte au démarrage, mais ensuite on va vraiment se focaliser sur le comparatif de ces plateformes. Alors la team du jour que vous avez peut-être déjà reconnue avec leurs interventions, on a donc Philippe, notre Javaman aigri. Salut. On a Arthur, JavaScript lover. C'est moi. On a Nathan, c'est monsieur propre du code. Salut. Et Théo, notre super reporter IT. Hello. Donc on va recommencer. Dans ces présentations, il y en a qui sont quand même plus mis en valeur que d'autres. Ouais, tout le monde a partout en fait. Même Théo, il a pas la meilleure présentation du monde. Bon, ça écoute, va. le reporter IT, c'est super. Bon, d'accord. Que moi. T'es déjà aigri. Franchement, je suis déjà C'est aigri. le premier podcast de l'année, on est déjà foutu. Donc on va démarrer par les bases comme d'habitude. Poser quelques définitions. Philippe, on va te laisser démarrer. Tiens, le DevOps de manière à peu près simple, qu'est-ce que c'est ? Alors, la définition du DevOps, c'est compliqué parce que c'est à la fois une philosophie, un mouvement, un état d'esprit, plein de choses. L'idée, c'est de rapprocher les équipes de développement des équipes opérationnelles qui exploitent les serveurs. L'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que ce petit monde fonctionne mieux et qu'on rapproche les deux univers qui étaient jusqu'à là très segmentés entre tout ce qui était développement, l'ingénieur qui livre son code source et les opérations qui, globalement, veut dire les hébergements de serveurs, l'infrastructure et tout ce qui tourne pour faire fonctionner les applications en prod. Et pourquoi juste on a eu ce besoin de rapprocher ces équipes ? Alors, historiquement, en fait, c'était très, très séparé. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté les ingénieurs d'études dans des bureaux qui développaient, qui livraient du code, qui testaient sur leur machine, et puis derrière, ils n'en avaient plus rien à faire. Et c'était pris par les équipes infra, globalement, qui, elles, se débrouillaient pour compiler les applications, les mettre en production, les tester, et puis faire tout ce qui tourne autour de la MCO, c'est-à-dire le maintien en conditions opérationnelles et tout ça. Et c'était des mondes qui ne se parlaient pas, qui ne se sont d'ailleurs pas jamais parlé dans l'histoire de l'informatique. Et du coup, il est venu le besoin d'aller, avec toutes les philosophies agiles, d'aller accélérer un peu ce cycle-là, d'aller faire en sorte que ces deux mondes se comprennent. Et donc, est venue cette invention alors ce qu'à la fois une philosophie ou que c'est aussi un poste de développeur, enfin un poste aujourd'hui dans les entreprises de DevOps ou un service où on va essayer d'avoir des gens qui sont à la frontière des deux mondes et qui sont capables de faire communiquer les deux. Okay. Et on a souvent entendu, en tout cas moi je l'ai vu pas mal ces derniers temps, c'est la notion de DevSecOps. Est-ce que ça a un rapport et qu'est-ce que c'est ? Pour moi, cette partie-là, c'est plus rajouter la notion de sécurité en plus du DevOps. C'est-à-dire que dans le DevOps, il y a énormément de choses, comme disait Philippe, mais tu as également une grosse partie d'automatisation qui vont permettre de faire justement tout ce qu'on a voulu faire au niveau de la livraison des applications, de vérifier leur intégration de manière automatisée. Et justement, dans la vérification des applications, il y a tout un aspect sécurité pour vérifier que nos applications n'ont pas de vulnérabilité, que tout est bien. Et pour moi, c'est toute cette branche en plus du DevOps qui va être liée à la sécurité et qui peut être vraiment très complexe parce qu'il y a différentes façons d'analyser les applications et qui peut du coup être vraiment une branche à part entière en plus, quoi. Ouais, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que
En fait, le DevOps, globalement, c'est un gros process d'intégration et d'industrialisation. Si je devais résumer, c'est un ensemble de bonnes pratiques que vous allez mettre en place entre le moment où vous allez livrer votre application et le moment où elle va être en prod quelque part. Et du coup, de plus en plus dans les entreprises, ils se disent, en fait, on a un process de DevOps qui commence à être mis en place, mais on pourrait greffer à ce process de nouvelles fonctionnalités. Et la sécurité est venue là-dedans en disant, effectivement, la sécurité, c'est un enjeu primordial pour les entreprises. Et du coup, ils se sont dit, on peut peut-être utiliser cette plateforme d'intégration, toute cette chaîne d'intégration, je n'ai pas forcément envie de parler de plateforme, pour ajouter des contrôles de sécurité. Et c'est vraiment ce qu'on va pouvoir ajouter dans le AXO, je vais dire AXO DevSecOps, ça s'appelle comme ça chez nous, mais le DevSecOps. Après, il y a aussi d'autres entre guillemets briques qui ont été rajoutées, mais qu'on n'a pas mis dans le nom non plus. Je pense notamment à la propreté du code, tout ce qui est un peu optimisation, mais vraiment au côté propreté de code. C'est qu'on a des nouveaux outils qui sont apparus comme Sonar, qui sont venus se rajouter dans la chaîne, comme disait Philippe, et qui, au fur et à mesure, on a une chaîne de plus en plus complexe qui va vérifier. Complexe. Ou complète. Complexe et complète. Complexe. Et du coup, on va arriver à tester son déploiement, tester sa propreté de code, ensuite tester la sécurité, ensuite déployer, etc. Mais c'est pas pour ça qu'on va rajouter des mots-clés à chaque fois, ça va faire sinon un nom assez long. Et aujourd'hui, tu parlais justement des plateformes, et ça va être notre sujet aujourd'hui. Vous avez des plateformes qui sont dédiées réellement à gérer tout le DevOps au sein d'une entreprise, ou en fait c'est vraiment une succession de plusieurs outils? Comment ça se passe? Je vais prendre cette réponse. Le DevOps, ça n'est pas un outil. Et puis c'est pas un truc qui a des frontières claires en disant ça part de là, ça va là. Donc en fait c'est très compliqué d'avoir des plateformes qui fassent tout. Par contre il y a des références dans le secteur, et on en parlera dans ce podcast, qui intègrent un certain nombre de fonctionnalités, toutes plus ou moins les mêmes, certaines plus que d'autres, qui permettent de faire tout ce qu'on peut faire dans le DevOps. Mais c'est très ouvert comme philosophie, et c'est pas forcément très cadré sur ce qu'on doit mettre dans le DevOps là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que justement on peut partir très petit dans le DevOps et faire des toutes petites choses, et puis dans des grosses entreprises où, quand on a un peu plus de temps ou quand on a un peu plus de maturité, petit à petit venir monter la barre, comme le disait Arthur, avec des outils de qualité de code, de tests de sécurité, de tout ce qu'on peut imaginer. D'accord. Et donc, si on se concentre un peu plus sur les plateformes dont on voulait parler aujourd'hui, qui sont donc les principales, on va pas. Effectivement, il y a, je pense, ces dernières années, avec l'essor du DevOps, pas mal d'outils finalement qui sont construits. Nous, on a décidé de se pencher aujourd'hui sur tout ce qui est GitLab, Jenkins, Azure DevOps et GitHub principalement. Déjà, comment ça fonctionne, ces plateformes? Est-ce qu'elles ont un fonctionnement commun, en tout cas, sur ce qu'elles prodiguent aux entreprises? Alors, je vais faire un préambule à nos auditeurs. Toutes ces plateformes servent dans le DevOps à plus ou moins des étapes, et elles n'ont pas toutes le même périmètre. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment comparer ces outils comme on pourrait comparer un langage de programmation en disant les forces et les faiblesses. C'est-à-dire qu'elles ont toutes une interprétation de ce qu'est le DevOps, et elles fournissent toutes des outils pour arriver à faire du DevOps. Donc ça, c'est le préambule. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de comparer un Jenkins qui va pas faire du tout la même chose qu'un GitHub, mais qui va avoir une partie CI/CD, donc intégration continue, déploiement, enfin toute cette partie-là, qui est aussi dans GitHub et qui est aussi dans GitLab. Donc on va essayer de les comparer. Bon, c'est pas forcément, c'est un peu arbitraire, mais en tout cas, ça va permettre de faire ça. La première chose qu'on peut dire, et ça sera un préambule encore une fois à rentrer dans le détail des fonctionnalités, c'est se dire tout ça se base généralement sur du code source qui est quelque part, et qui est quelque part aujourd'hui, on peut dire que globalement c'est sur un Git. D'accord, donc on a un Git dans lequel on a nos codes sources, d'accord, donc les développeurs travaillent en Gitflow ou en ce que vous voulez, et ils arrivent à mettre à un moment, dire ok, on est d'accord sur une version, ou en tout cas sur des codes qu'on a mis dans ce repo là-dessus. Et à partir de là, il va y avoir un enchaînement d'étapes. D'accord, il faut vraiment l'imaginer comme un processus avec des étapes. On va commencer à le compiler, on va le tester, on va le faire passer à différentes moulinettes, on va vérifier que le code est indenté correctement. Enfin, on peut imaginer n'importe quoi. Et à partir de là, on a un livrable qu'on peut aller déplacer sur un hébergement Azure ou de la VM ou tout ce qu'on veut. Donc c'est ça le GitLab, c'est ça le DevOps de manière très 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 concrète. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on peut commencer à rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'offre chacune des plateformes. On va démarrer par GitLab. Arthur, si tu peux nous présenter un peu de manière générale ce que c'est. Ouais, GitLab, globalement, comme disait Philippe, c'est vraiment une plateforme qui permet d'avoir du Git, entre guillemets,
Git, globalement, c'est entre guillemets, c'est pas vraiment un protocole, mais c'est un peu une convention qui permet d'avoir des repositories et de mettre son code, de le versionner. Il n'y a pas vraiment entre guillemets de limite, c'est-à-dire que chaque plateforme qui propose du Git propose des choses qui sont plus ou moins différentes, mais les deux principales sont GitLab et GitHub. Et GitLab est l'une des plus grosses et permet aussi de faire du DevOps. C'est quelque chose qui a été rajouté assez récemment. J'ai pas les dates exactes parce que j'ai pas réussi à trouver la date de l'ajout du DevOps, mais je dirais, Philippe, que ça fait 3-4 ans que ça a été ajouté. Oui, ça a commencé de manière un petit peu petite. En fait, c'est tout ce qui va être le CI/CD sur la partie GitLab qui sont venus enrichir de plus en plus au fil des temps. C'est ça. Et donc, en fait, ça va se passer où on va créer un script pour faire le CI/CD, donc la partie intégration et la partie déploiement. On va créer un script où on va décider de ce qu'on veut faire dans ce script avec notre code. Et donc, après, on va enchaîner les étapes, comme disait Philippe, pour faire la compilation de son code, tester pour ce qui est de la propreté, tester la sécurité, etc. Donc là, on fait autant qu'on veut, on peut en faire aucun, on peut juste faire compilation du code et déploiement, on peut tout faire, on peut faire que certaines parties, ça va dépendre du temps qu'on a, de l'envie aussi qu'on a, parce qu'on n'a pas forcément envie de tout faire. Et ensuite, donc on crée notre chaîne comme ça, et on va faire tout au fur et à mesure, et ensuite on va le déployer sur un serveur ou sur quelque chose comme ça. Et globalement, c'est toujours la même logique qu'on va avoir, mais après, ce qui va changer, ça va être le type de script qu'on va créer. Par exemple, pour GitLab CI, c'est du GitLab CI. C'est une sorte de... C'est du YAML, mais c'est une sorte de langage qui s'appelle le GitLab CI. Pour GitHub, ça va être un autre langage différent. Et pour Jenkins, c'est encore un peu différent, vu que c'est plus un orchestrateur, mais je laisserai Nathan en parler. Nous, à Axopon, on utilise exclusivement du GitLab. Donc, j'ai personnellement pas l'expérience du GitHub CI, entre guillemets. Mais c'est vraiment un outil qui est très, très puissant, qui globalement permet de faire tout ce qu'on veut, puisqu'en fait, c'est des scripts shell qu'on peut enchaîner. On peut utiliser du Docker, on peut utiliser tous les outils en fait, qu'on utilise au quotidien pour faire du DevOps ou du développement. Et après, c'est à nous de définir notre script et de le faire tourner pour que ça marche. Je pense qu'il faudrait rajouter pour la compréhension globale, c'est que effectivement, le fichier YAML qui permet de décrire sa chaîne d'intégration et sa chaîne de déploiement, en fait, il ne s'exécute pas nulle part. En fait, quand il va s'exécuter, il va s'exécuter à ce qu'on va appeler un agent bêtement, en fait, voilà. En gros, ça peut être une machine virtuelle, ça peut être un Docker, ça peut être quelque chose qui va s'exécuter quelque part de manière temporaire, parce que généralement il est créé et détruit, dans lequel il va exécuter quelque chose. Et c'est pour ça, comme le disait Arthur, on peut faire tout et n'importe quoi, puisque à chaque étape, on peut instancier une nouvelle machine, y mettre son processus là-dedans. Ça peut être du script, ça peut être à tout niveau on peut faire un bout d'étape en Python. L'étape d'après, on peut la faire en Shell. La troisième étape, on peut la faire avec une plateforme SaaS qu'on utilise. Enfin, on peut vraiment segmenter ces étapes différemment. Et là-dessus, on peut avoir des agents qui vont se lancer et qui vont exécuter. Et ça, c'est une des différences fondamentales que vous allez avoir avec des solutions type Azure DevOps ou des solutions type GitHub ou GitLab, c'est comment je vais orchestrer mes runners, on appelle souvent ça des runners, pour exécuter les applications. Voilà. Sur GitLab, où effectivement, eux, ils proposent donc GitLab la possibilité d'être en open source, donc ça c'est plutôt sympa. Vous avez la possibilité d'installer votre GitLab chez vous sur une VM dans votre infrastructure. Vous pouvez utiliser aussi en mode SaaS. Mais aujourd'hui, moi, je trouve que le déploiement majoritaire de GitLab, tel qu'on le voit chez les clients, c'est plutôt en mode on-premise chez eux. Et après, à partir de ça, vous avez la possibilité donc d'avoir le Git et vous pouvez commencer à faire du CI/CD. Et pour faire ça, il faut vous installer des runners. Et là, il faut rentrer un petit peu dans la technique de démarrer des Docker à droite à gauche. Donc, c'est un peu compliqué. Ce qu'on peut dire, moi, sur GitLab, je trouve que ça fonctionne bien. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, nous, ça fait, je sais pas, peut-être pas loin de 7-8 ans qu'on utilise ça de manière... pour la partie gestionnaire de sources, et que depuis 4-5 ans, on utilise vraiment les fonctionnalités CI/CD. Après, le défaut de GitLab, à mon goût, et après, je laisserai peut-être Nathan intervenir pour savoir s'il est d'accord avec moi, c'est que le fichier YAML, même si c'est simple de syntaxe, c'est quand même... du YAML. Du YAML, et puis on comprend rien. Je veux dire, au début, c'est un bit table. Voilà. Je trouve que ça, c'est vraiment un truc. Et la configuration des runners, c'est pas trivial quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc à la portée de n'importe quel Pékin moyen. Ouais, la marge d'entrée est assez haute, effectivement. Mais une fois qu'on a compris, je sais que c'est assez facile à répliquer et à continuer à faire. Je sais que moi, depuis que j'ai appris ça à faire correctement, dès que je commence un nouveau projet, je vais mettre en place un CI/CD immédiatement, parce que c'est tellement de temps gagné au final de pouvoir tester son application en un clic.
et pouvoir rajouter ce qu'on veut, mettre du sonar si on veut faire de la qualité de code, etc. Plutôt que de le faire à chaque fois à la main. Et puis s'il y a d'autres ressources, d'autres personnes, développeurs qui viennent sur le projet, leur dire vous appuyez sur ce bouton et ça permet d'envoyer directement sur le serveur pour tester en recette. C'est quand même beaucoup mieux que de dire allez, vous allez lancer un Docker, vous allez mettre cette commande, etc. Donc c'est quand même même si la marche d'entrée est très haute, une fois qu'on l'a comprise, c'est vraiment un gain de temps, je trouve, assez énorme. Et puis après, dernier point sur GitLab, en particulier en hébergé, c'est qu'il y a souvent des failles ou des mises à jour à mettre et que c'est pas toujours hyper agréable de se taper des mises à jour de son GitLab, surtout que comme on est beaucoup à l'utiliser, c'est assez long les mises à jour, donc c'est assez pénible. Mais après, sinon, l'outil fonctionne plus bien. Non, rien, je rigole parce que tu dis encore le mot pénible. Comme à plein de potes. Mais il est aigri. Je suis juste, c'est ça que vous comprenez pas. Dur, mais juste. Merci du coup pour la présentation un petit peu de GitLab avant qu'on rentre dans le détail. Jenkins, on en a un petit peu parlé, Nathan. Ouais, en fait, la grosse différence, on va dire que Jenkins par rapport aux autres outils, c'est que Jenkins ne permet pas de faire du versionning de code. Là où en fait GitLab, GitHub, on va être une couche de repo distant de GitHub, de Git, pardon. Jenkins ne permet pas de le faire. Enfin, fait beaucoup de fois le mot Git dans ce sens. Jenkins ne permet pas de le faire et il va juste permettre de faire des pipelines d'intégration et de déploiement avec une gestion des différents agents. Donc, on va dire, ça peut être une faiblesse de dire qu'il n'y a pas de versionning de code associé. Cependant, ça peut également être un avantage pour des clients qui vont travailler sur des plateformes diverses, sur du GitLab, du GitHub. Le fait de savoir qu'ils peuvent centraliser tout ce qui va être pipeline d'intégration sur un seul et même outil. Certes, ça va rajouter de la configuration, parce qu'ils vont devoir relier les outils de versionning de code avec Jenkins. Mais en fait, ils n'auront qu'un seul endroit pour toute leur pipeline et toute leur gestion d'agents. Ça peut être un avantage. Jenkins, je crois que ça a été créé vers les années 2011 et c'est un projet open source. Ça, je pense que ça fait partie des forces d'un projet de se dire que tout le monde peut regarder le code et remonter s'il y a des soucis. Cependant, je trouve que la plupart du temps dans les projets communautaires, typiquement sur Jenkins, il y a tout ce qui est ajout de plugin pour telle fonctionnalité. Le problème, c'est que rapidement, chacun gère son plugin dans son coin par rapport à sa version et dès qu'il y a des montées de version, t'es pas sûr que le plugin est compatible, etc. Et ça peut vite être compliqué à gérer et de faire des montées de version et être sûr que l'application marche toujours tant qu'on n'a pas testé. C'est que pour ce qui est de fiabilité, il peut y avoir des soucis. Après, j'en ai jamais rencontré, mais ça fait partie des risques. Moi, Jenkins, j'ai eu beaucoup de problèmes de stabilité de la plateforme en tant que telle. Du coup, tu peux vite être tributaire si tu fais une mise à jour de Jenkins et qu'il y a un plugin qui a été fait par Jean-Michel dans son coin et qui soit il travaille plus, soit il n'a pas le temps. Et en fait, tu es un peu tributaire en mode tant qu'il n'a pas fait sa mise à jour, je ne peux pas travailler. Ou alors il faut que toi-même tu te mettes dedans, mais tu n'as pas forcément le temps. Moi, Jenkins, j'ai eu beaucoup de problèmes. Après, c'est un des premiers qui est sorti, qui est bien avant tous les autres. Du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui sont parties dessus. Donc, c'est vraiment une usine à gaz, on peut tout faire. On peut tout faire. Le retour que j'ai, c'est qu'on peut tout faire. Ça, vous ne serez jamais bloqué. Par contre, c'est un peu galère. Je ne vais pas dire que c'est pénible. Parce que j'essaie d'être positif dans ma manière de communiquer, mais je dirais que c'est un niveau d'entrée assez élevé. Encore plus que GitLab. Oui. Parce que justement, les outils comme GitLab et GitHub, ils utilisent le YAML, comme disait Philippe, parce qu'en fait, c'est un langage descriptif que beaucoup de gens utilisent dans le DevOps. C'est un peu ça fait pas l'unanimité, mais on le retrouve beaucoup. Et ça fait pas l'unanimité. Il y en a qui aiment pas trop, évidemment. Mais justement, pour du Jenkins, c'est du Groovy, et qui, lui, s'apparente plus à un langage de programmation. Ce qui fait que, c'est entre guillemets, on va dire un langage de programmation, mais ça offre plus de possibilités au niveau de la création de la pipeline. Comment expliquer ça? Là où sur du YAML, on va juste décrire ce qu'on souhaite, sur du Groovy, on va pouvoir le faire de manière un peu plus dynamique. Et ça peut être également un avantage de passer par du Jenkins. Du côté d'Azure DevOps, ça se passe comment par rapport à cette Alors, du côté d'Azure DevOps, c'est un peu différent parce que, pour ceux qui étaient les anciens, ils avaient Team Foundation, qui était leur produit historique qui permettait de faire l'intégration de code source. Ils ont tout refondu avec Azure DevOps et ils ont racheté en plus GitHub au milieu du chemin. Donc maintenant, ils offrent un truc qui est bien intégré, alors qui est plutôt en mode SaaS, voire très, très, très adhérent à leur cloud Azure, et qui permet de faire pas mal de choses. Et ils ont plutôt pris la philosophie de rajouter plein d'outils pour essayer de combler un petit peu tout ce qui va tourner autour de l'agile.
Donc, dans leur Azure DevOps, ils vont rajouter des Kanban, ils vont rajouter des gestionnaires de tickets, ils vont rajouter tout un tas de trucs qui ne sont pas spécifiquement du DevOps pur et dur tel qu'un ingénieur informaticien pourrait le conceptualiser, mais qui peut séduire assez facilement des équipes de développement qui n'ont rien et qui veulent d'un seul coup se retrouver avec un petit peu de gestion de projet, qui vont se retrouver automatiquement avec un petit peu de pipeline, un gestionnaire de sources et tout un tas de fonctionnalités qui tournent autour. Donc c'est pas mal. Et en plus, depuis qu'ils ont racheté GitHub, on va pas se tromper avec tous ces Gits, depuis qu'ils ont racheté GitHub, ils l'ont fortement intégré. Et du coup, comme il y avait une très grosse communauté de gens qui travaillaient sur GitHub, c'est un peu le choix évident et facile pour des gens qui sont sur GitHub. Je pense aussi, tu me diras si c'est vrai, mais je pense que du coup, tu as aussi une intégration plus facile des services d'Azure Complètement. avec Azure DevOps qui permet d'éviter de faire... Ouais, alors oui, sur le principe, oui. Sur le principe. Et en fait, comme leur produit est un peu moins mature que les autres produits, je suis pas sûr que le gain soit si substantiel que ça. Okay. Néanmoins, c'est sûr que c'est bien intégré, tu as la même gestion de droit, tu as une seule facturation pour tout le monde. C'est l'offre packagée et ça, ils sont forts. Ils ont toujours été forts, Microsoft, pour faire ça. Mais du coup, tu penses qu'ils vont essayer d'absorber GitHub et de faire que un Azure DevOps ou ils vont essayer de continuer que pour l'instant, il y a les deux qui... Du coup, ils ont un peu deux services qui font la même chose. Alors, ils n'ont pas vraiment deux services qui font la même chose parce que GitHub, c'est vraiment un gestionnaire de sources plus que... Azure, ils n'ont pas de gestionnaire de sources. Ils en avaient un, mais qui n'était pas forcément fou. Donc, je pense plutôt qu'ils vont faire un package des deux. Sachant que la communauté est très sensible sur GitHub, donc ils vont faire gaffe, je pense, à pas trop les froisser. Mais je ne sais pas exactement ce qu'ils vont en faire. Je n'ai pas d'infos à ce sujet-là. Parce que ça, c'est bizarre, justement, sur GitHub, ils commencent à pousser énormément l'aspect intégration de pipeline avec GitHub Action, etc. Et c'est bizarre, du coup, d'avoir les deux plateformes qui peuvent, qui se chevauchent justement sur les parties. Alors maintenant, c'est un peu souvent la stratégie de Microsoft d'avoir 40 trucs qui font la même chose. Et à la fin, ils prennent le meilleur de celui qui a marché. C'est un battle royale de la solution. Il n'en restera qu'un. Ne serait-ce que pour héberger une application sur Azure, tu as 42 manières de faire. Oui, c'est vrai. Donc, si on démarre un petit peu, donc on en a déjà un petit peu parlé des faiblesses et des avantages un petit peu des uns des autres. On n'a pas parlé de GitHub. Si tu viens d'en parler un petit peu, mais je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Oui, moi j'ai plein de choses à rajouter sur GitHub. GitHub, c'est quand même l'un des plus gros gestionnaires de sources de la planète. C'est le premier. Alors c'est toujours dur à dire parce que c'est sûrement le premier en public. En termes de communauté, peut-être. Par contre, comme on ne sait pas, c'est les codes sources qui sont dans les boîtes privées, par définition. Voilà. Mais en tout cas, c'est un énorme. Et puis il y a des dizaines de milliers de projets open source dessus et des très gros projets open source. Alors eux, historiquement, c'est les meilleurs pour tout ce qui était animation d'une communauté autour d'un projet. C'est-à-dire qu'ils étaient très très forts dans les ticketing, la planification, tous ces trucs-là autour du code source. C'était vraiment les meilleurs. C'est eux qui ont inventé ce concept d'applicatif qui tourne autour de Git là-dessus. Par contre, ils sont partis beaucoup plus en retard sur la partie CI/CD. Ils sont partis beaucoup plus en retard et maintenant ils rattrapent le retard avec des solutions assez intéressantes, mais ils sont quand même, à mon sens, et là je parle vraiment pour moi, ils sont en retard par rapport à ce que peuvent faire les autres. Ouais. On parle d'une date de création de 2018 voire 2019 pour le lancement de GitHub Action qui est un petit peu tard par rapport aux autres. Un peu tard par rapport aux autres. Alors après, voilà, ils vont rattraper le retard, mais ils sont un peu tard. Après, c'est surtout une approche un peu différente de la problématique. Je sais que sur du GitHub Action, c'est beaucoup plus communautaire. En fait, on importe très facilement le script que quelqu'un a déposé sur un marketplace, etc. Et il se fait qu'on peut vraiment très facilement faire une pipeline compliquée sans avoir aucune idée de ce qui se passe. Donc, c'est à la fois bien et moins bien parce que, on peut facilement faire des choses compliquées, mais s'il y a un problème, on n'est pas capable de résoudre ou même de le comprendre. C'est que ça a vraiment des forces et des faiblesses. Ouais, et puis l'une des forces aussi de GitHub, c'est qu'il est intégré à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un cloud provider où il n'y a pas, une librairie ou n'importe quoi, je veux dire, n'importe quel service, aujourd'hui, tu peux te connecter à GitHub facilement. Je veux dire, ils le prennent toujours en compte, quoi. Oui. Donc, ça, c'est une grosse force de cette plateforme, là où un GitLab sera un peu en retard. Ils sont pas aussi avancés dans le projet. Comment ça se passe? Donc, si on essaie un petit peu de les comparer sur différents aspects avec les moyens qu'on a. Sur la prise en main de toutes ces solutions, vous aviez l'air de dire que GitLab et Jenkins, les marches étaient quand même assez hautes. Si on doit comparer, Azure DevOps, c'est peut-être plus simple. Du coup, sur des novices, moi, à mon goût, Azure DevOps, c'est plus simple. Azure DevOps, vous créez un compte, vous avez vos 5 développeurs, vous les mettez et vous avez automatiquement tout prêt pour le faire. Azure n'est pas simple en soi. Azure n'est pas simple en soi. Voilà. Après, le truc, c'est que Azure, c'est quand même... voilà. Mais globalement, souvent, dans les entreprises, vous avez une communauté d'une personne à l'infra qui maîtrise Azure, donc, ou un peu mieux l'univers Microsoft.
Donc ça passe. Et Jenkins, c'est le plus dur, selon vous? Je pense qu'en fait, sur toutes les solutions, genre GitHub et GitLab, on a quand même des agents que eux proposent à leur charge et qu'on peut avoir gratuit à certains temps. Ce qui fait que quand on fait nos tests, on découvre, c'est beaucoup plus simple. Alors vraiment, Jenkins, le premier point qu'on a, c'est déployer un nouvel agent. Installer Jenkins. Ouais. Installer Jenkins, les agents, tout ça. Et je pense que rien que cette partie-là, sans même parler de CI/CD, c'est déjà une marche liée à l'infrastructure qui peut être plus complexe que juste faire une pipeline d'intégration. Et puis, comme disait Nathan, t'as pas la partie sourcing de code, donc il va falloir que tu aies en plus un GitLab ou un GitHub, donc tu vas devoir avoir 2 outils à apprendre, et en plus il va falloir que tu réussisses à brancher ton GitLab ou ton GitHub sur ton Jenkins, l'utiliser, etc. Donc oui, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas du tout, entre guillemets, débutant friendly. Ça va être quelque chose qu'on va utiliser si on a une boîte qui utilise par exemple GitHub et GitLab en même temps. Ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir faire des pipelines qui vont pouvoir regrouper ces 2 mondes. Et où on aura un seul, entre guillemets, un seul langage de pipeline à apprendre, tandis que sinon, il va falloir qu'on fasse des scripts pour GitHub et pour GitLab. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est utile si on a une grosse entreprise, à mon goût. Je pense que ça permet aussi surtout d'avoir un gros découplage entre vraiment le versionning du code et l'aspect pipeline. C'est que si on a des équipes vraiment dédiées qui veulent pouvoir manager le truc à 100%, ils ont leur outil à eux pour gérer leurs choses. Ouais, ils sont contents. Parler des pipelines, c'est plus simple chez qui? Ou en tout cas, ou même en termes de possibilités, ils offrent un petit peu près. Sur les possibilités stricto sensu, c'est les mêmes. C'est des étapes séparées. Vous pouvez tout lancer votre Docker et faire ce que vous voulez dans votre Docker. Donc, sur la possibilité, c'est même. Après, sur la simplicité d'usage, si c'est ça le sujet, moi, je trouve que même si j'aime pas le YAML de Jenkins, le YAML de GitLab, c'est, à mon avis, le plus simple à utiliser. Parce que même un clampin moyen, il arrive à compiler son code en YAML, pas avec YAML, mais il arrive à décrire une phase de compilation sur. Puis maintenant, ils ont un éditeur intégré dans GitLab qui permet directement de faire un peu d'autocomplétion, de te dire directement sans lancer ta pipeline où sont les erreurs de syntaxe au moins. Tu as aussi des exemples qui sont fournis, etc. Tandis que Jenkins, tu fais ton Groovy. Et en fait, Groovy, le problème, c'est que c'est un langage interprété. Enfin, non, c'est un langage compilé, justement. Et du coup, tant que tu n'as pas lancé, tu n'as pas testé. Et donc, on est vraiment sur un moment où tu vas devoir lancer ton truc, voir que tu as un problème parce que ta variable, tu l'as mal écrite, relancer ton truc, voir que tu as un problème parce que ça. Et ça peut vite devenir très, très embêtant, surtout quand tu as des pipelines très longues et qu'en fait, tu te rends compte que c'est la dernière étape qui coince et que tu vas devoir refaire toutes les étapes d'avant à chaque fois. Et on est sur quelque chose qui peut être très fastidieux sur des longues pipelines. Tandis que c'est toujours fastidieux, mais disons que GitLab essaye d'améliorer ça avec un éditeur un peu plus poussé qu'un éditeur de texte pour Jenkins. J'allais dire sur les tests de pipeline. C'est l'enfer. C'est pas très souvent rigolo. C'est pas très drôle parce qu'en plus tu es obligé du coup de lancer chaque runner, donc à chaque fois ça va te recréer un serveur, retélécharger les dépendances, faire ton test, cracher, donc tu vas devoir changer ton code, relancer un serveur, relancer les dépendances, et en fait c'est quelque chose qui est très gourmand, que ce soit en énergie ou en temps aussi, parce qu'il faut tout relancer à chaque fois, et donc on est sur... si on maîtrise pas ce qu'on fait, on peut être sur beaucoup de pertes de temps et des journées à... Ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que une pipeline simple, ça va s'exécuter 5-10 minutes. Je suis un mec sympa. Oui. Et une pipeline compliquée, avec toute une chaîne de tests, de sonar, de sécurité et tout, on est plutôt sur le quart d'heure, quoi. Donc ça veut dire que quand tu fails ta pipeline à 14 minutes, t'as juste un peu envie de te flinguer, quoi. Mais, ça, c'est les gens du DevOps qui aiment ça, quoi. Voilà. Qui font ça toute la journée. C'est ça. Et il y a une des plateformes dont on a cité qui le gère mieux que... Non, parce que c'est par conception, c'est comme ça. Donc c'est par conception pénible. Pénible. Oui. Je vais les compter. Le prochain podcast, il va s'appeler Pénible. Tu parlais... C'est parce qu'il y a les retraites, tu vois, c'est la pénibilité au travail. Je pense que les gens qui font du DevOps, ils devraient avoir des Je pense à 52 ans, ils peuvent partir. Tu parlais tout à l'heure, Nathan, justement, de plugins qui peuvent être ajoutés, notamment quand tu parlais de Jenkins. Est-ce que toutes les plateformes, elles offrent la possibilité d'avoir des services, des plugins supplémentaires et si oui, dans quelle mesure, et est-ce qu'il y en a une qui le fait mieux que les autres? En fait, ça va beaucoup dépendre du scope. Concrètement, sur un Jenkins, en fait, leur cœur de métier, c'est les pipelines d'intégration. C'est que tous les plugins, ça va être lié aux pipelines d'intégration, enfin d'intégration et de déploiement. Pour tout ce qui va être GitLab et GitHub, en fait, vu que l'outil est beaucoup plus large avec du versionning de code, des gestions plus, de tickets, etc. Quand il n'y a pas vraiment la notion de plugin sur ces plateformes, mais il y aura plus une notion de communautaire.
pour tout ce qui va être pipeline d'intégration, on va pouvoir récupérer très facilement les scripts de quelqu'un d'autre et les intégrer sans avoir besoin de les réécrire. En fait, ça va être pas vraiment sous forme de plugin, mais on va récupérer le repo qui fait telle chose. Enfin, il y a toujours cet aspect communautaire, donc on peut reprendre ce qui a été fait et c'est même potentiellement plus simple, je trouve, sur les plateformes GitLab et GitHub, parce qu'on a vraiment le code qui est écrit. Sur du Jenkins, en fait, vu que c'est un plugin qui interagit directement sur l'outil et un peu en cachet, c'est compliqué à débugger, à comprendre vraiment ce qui se passe. Jenkins, c'est beaucoup de configuration sur l'outil, tandis qu'avec un GitLab, tu vas copier du code et le coller, et ça marche ou ça marche pas. Tandis que Jenkins, tu vas faire configurer, tu vas créer tes petits blocs, etc. Donc, c'est deux manières de faire différentes qui peuvent plaire ou quoi, mais disons que pour la partie communautaire et échange communautaire, c'est vrai que pouvoir juste copier le code de quelqu'un d'autre, c'est quand même plus simple que de devoir configurer un plugin et d'avoir un tutoriel limite avec une vidéo où c'est en mode alors là, vous cliquez sur ce bouton, etc. Donc, c'est pas vraiment la même approche. Côté Azure DevOps, ça se passe comment? C'est pareil, on est tous, c'est les mêmes principes, ils sont tous partis sur des fichiers descripteurs. Okay. Heureusement. Oui. Côté, parce que j'imagine que des fois vous avez des petits soucis sur les pipelines, vous faites appel des fois au support des plateformes ou vous leur proposez des choses ou pas du tout? Alors, les seuls sur lesquels, sur la partie GitLab, globalement, si vous faites appel au support, c'est pour faire appel au support sur les fonctionnalités de GitLab. Ce que vous codez à l'intérieur de votre code, ils en ont rien à foutre. Je me permets, mais ils vont pas faire du support au debugging du code d'Arthur, quoi. Enfin, ils pourraient. On a bien compris qu'Arthur, son truc, c'était de copier-coller des trucs de Stack Overflow et d'essayer de voir si ça marchait. Mais globalement, non. Les plateformes, elles peuvent s'intéresser à des bugs que ferait, par exemple, GitHub. Si vous ouvrez un ticket sur une bug de pipeline, ils vont regarder s'ils ont un bug sur le fonctionnement de la pipeline. Mais si votre étape de pipeline fait n'importe quoi, c'est pas leur problème. Et en fait, globalement, les problèmes, c'est plutôt que la pipeline fait n'importe quoi. C'est pas le problème de l'outil en lui-même qui a un souci, quoi. C'est quand même globalement assez rare lorsqu'on utilise des outils comme ça, d'avoir vraiment une différence entre ce que la documentation dit et ce qui se passe vraiment. En général, il faut vraiment être sûr que ce qu'on a fait était vraiment bon pour avant de se dire que c'est leur outil qui n'est pas un problème. 99% des problèmes de pipeline, c'est le package NPM qui n'est pas à jour, c'est la version de Node, c'est ton Gradle qui n'arrive pas à choper une lib sur le Nexus. C'est pas vraiment des problèmes de la plateforme en tant que telle, c'est des problèmes des versions, quoi, de la vie. La vie, la mort. Vous avez beaucoup de temps de philosopher quand vous faites du... Côté sécurité, Authent, c'est pareil sur toutes les plateformes ou vous avez des différences ou des choses qui sont gérées différemment? Il y a deux sujets dans ce que tu dis. C'est un peu des sujets différents. La partie authentification, il y a une vraie question avec le DevOps de comment la plateforme va s'authentifier pour aller livrer l'application sur l'environnement de production. Donc là, oui, il y a beaucoup de failles de sécurité dans les chaînes CI/CD parce qu'on va à l'économie, parce qu'on va à la simplicité, parce que on finit par créer un token root sur la CI/CD. Et c'est vrai que c'est un peu un problème de la CI/CD. Elle arrive à prendre finalement le contrôle des environnements et du coup, si vous prenez le contrôle de la CI/CD, vous pouvez virtuellement déployer n'importe quoi chez les clients. Donc ça, c'est un vrai problème de sécurité basique. À ceci s'ajoute le problème que souvent, pour livrer sur des environnements, on a besoin d'avoir des mots de passe, de la base de données, de ce genre de choses, et que c'est finalement pas toujours si simple que ça de les encrypter pour que les développeurs ou toute personne du projet, et je viens donc du coup à ton deuxième point qui est l'authentification, comment on s'authentifie sur la plateforme et comment on regarde ce qui se passe. Et du coup, c'est pas si simple que ça de faire en sorte que Théo, nouveau développeur sur le projet, il voit pas tous les mots de passe de l'environnement de production et en même temps que l'administrateur ++, lui, il puisse les voir et puis comprendre ce qui se passe. Donc, il y a quand même toutes ces problématiques de sécurité au sens large qui sont malheureusement aujourd'hui, moi je trouve pas sec. Enfin, je parle sous ton contrôle, toi tu es plus là-dedans, Nathan, mais je trouve que c'est pas hyper simple de faire en sorte que le mot de passe de la base de prod il soit disponible qu'au moment où on en a besoin et qu'en même temps il est dans GitLab et en même temps voilà. C'est toujours compliqué de donner beaucoup de droits à un outil pour faire des choses et en même temps qu'il n'en ait pas trop pour qu'on puisse pas
dévier. Typiquement, on peut très bien mettre nos variables et dire ça c'est mon mot de passe, etc. Mais dans tous les cas, l'agent qui va exécuter notre code, lui, dans tous les cas, aura besoin d'avoir l'information. Et si jamais l'agent est corrompu, dans tous les cas, il aura l'information. Donc c'est toujours des sujets assez sensibles et avoir une chaîne justement d'intégration complète et de déploiement complète sécurisée au niveau de mot de passe, d'authentification, c'est très compliqué. Mais je trouve que Jenkins le fait un peu mieux que, en tout cas, GitLab. Notamment pour tout ce qui est encryption des mots de passe, etc. C'est qu'on peut plus facilement avoir un vault sécurisé sur GitLab, sur Jenkins, notamment grâce aux plugins en fait qui ont été développés par la communauté ou quoi, d'avoir un vault qui va être sécurisé et qu'on va ensuite pouvoir ouvrir entre guillemets avec un seul mot de passe, ce qui va permettre de pouvoir déployer des pipelines avec beaucoup de mots de passe qui seront pas en clair. Tandis qu'avec GitLab, je crois pas qu'on ait trouvé de solution encore pour avoir ce genre de vault facilement en tout cas. Je sais qu'ils ont leur partie, enfin leur point où au niveau des pipelines, on peut rajouter des variables sécurisées ou justement cette partie-là. Mais le problème est toujours, moi je pense toujours à la personne qui a accès au projet, le développeur qui n'a pas de droit mais qui peut commit. En fait, il peut juste commit une nouvelle pipeline qui va afficher les mots de passe qui sont affichés. Parce que dans tous les cas, l'agent aura toujours le droit de voir les mots de passe. Donc c'est surtout ces aspects-là où c'est compliqué d'avoir cette sécurité même si nos mots de passe ils sont encryptés dans n'importe quel sens, en tous les cas quand on les envoie dans notre application, il faut bien qu'à un moment le mot de passe il soit en clair. C'est réduire au maximum ce moment où on aura un mot de passe qui sera visible par tous. Dernier sujet, les tarifs. Ça coûte combien si on se place sur un même projet. Très philosophique cette question. J'adore parler de points. Alors, les tarifs, c'est un vrai sujet parce que globalement, vous avez deux styles de tarification sur tous ces outils. Il y a la tarification pour l'usage de l'outil. Et là, globalement, vous êtes sur des licences au nombre d'utilisateurs. Si vous faites un GitLab, un GitHub, un Azure DevOps, vous allez payer la licence 10, 15, 50, $100 par user. Okay. Donc, sur les petites équipes de dev de 3-4 personnes, finalement, c'est pas vraiment un problème parce qu'on se dit, 100 balles par mois, qu'est-ce que c'est ? Par contre, dès que vous avez des équipes qui sont à 50, 100, 1000 personnes, commencer à avoir des problèmes de tarification, ne serait-ce que pour tout ce qui est fonctionnalité d'accès à la plateforme, de gestionnaire de sources, les tickets, tout ce qui tourne sur ça. Pour ce qui est du CI/CD, globalement, ils ont tous une tarification qui est à la minute, c'est-à-dire plus ou moins la minute, c'est-à-dire du temps que votre plateforme va consommer en tant que de ressources compute. C'est un peu ça, globalement, la métrique. Et là, ça peut devenir très compliqué et très cher très vite parce que on a tendance à vouloir exécuter, quand on a une pipeline qui fonctionne, on a envie de l'exécuter 10, 15 fois, 50 fois par jour pour tester la qualité de son code, faire des petites livraisons tranquilles. Dès qu'on fait un petit push ou un commit, bam, on balance la pipeline. On fait un petit merge, bam, on balance la pipeline. Et du coup, ça peut devenir très vite très cher. Donc, deux choses l'une. Soit vous essayez de gérer vos propres runners et agents locaux, ce que vous pouvez normalement faire à peu près avec toutes les plateformes, ce qui vous limite le coût. Soit vous voulez vraiment utiliser ces plateformes et il faut être un peu utilisé avec parcimonie et pas tout le temps parce que ça coûte vite très cher. En fait, on ne se rend pas compte quand on met en place son projet, mais quand vous avez 10 développeurs qui balancent des merge requests tout le temps et que vous exécutez votre pipeline chaque merge request, vous avez vite 10, 15 minutes, x4, x10, x20, x50 dans une journée et ça peut vite coûter des centaines de dollars. Et toutes ces plateformes, elles sont à peu près égales en termes de tarification. On est sur ils sont toujours à peu près alignés. Dans les mêmes eaux. Pour clore ce sujet, vous conseilleriez de partir finalement sur quelle plateforme et en fonction de quoi, est-ce que c'est finalement à chacun sa philosophie et en testant l'outil, tu te dis finalement elles peuvent toutes servir à mon projet pour ce que j'ai à faire et c'est en fonction de la philosophie de finalement mon affinité avec l'outil que je choisis, ou alors est-ce qu'il y en a une qui est plus indiquée pour un type de projet ou une taille d'équipe ou autre? Alors j'ai l'impression que personne ne veut répondre à part moi. Clairement, moi je pense que ça dépend de la typologie de votre entreprise. Si vous êtes une boîte dont le code est important et vous avez besoin de maîtriser les choses et vous n'avez pas envie que votre code il se balade à droite à gauche et vous voulez manager vos équipes de développement et compagnie, je pense que GitLab en mode je l'ai mis chez moi, c'est la meilleure solution. Parce que vous pourrez tout faire, vous avez la maîtrise dessus, vous savez que vous allez payer un petit peu en termes de temps pour mettre à jour le GitLab et le faire fonctionner, mais vous aurez la main dessus. Si vous êtes une petite boîte de 4-5 gars qui ne connaissaient pas bien l'univers de ces univers-là, je pense que des solutions d'Azure sont les mieux, ou des solutions type GitHub, où là, en fait, ils vont vous pré-mâcher le travail.
Si vous avez des grosses équipes, des très grosses équipes de développement sur plein de sites répartis, ce genre de choses, avec des problématiques très complexes de sécurité et tout ça, les solutions type Jenkins, ça fonctionne bien parce que globalement, vous allez avoir du code qui est hébergé une fois chez la SS2I du coin, une fois en local, une fois chez n'importe où. Donc du coup, là, avoir des trucs qui soient multiplateformes, c'est plus pratique à utiliser. Sachant qu'il faut déjà avoir une DSI mature parce que monter un Jenkins, comme on l'a, je pense, dit, c'est pas pénible. C'est pas simple. C'est pas simple. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense que voilà, c'est ça un peu le truc. C'est globalement, si vous êtes un peu mature, un peu grand, mettez-vous un GitLab. Si vous êtes très, très gros et que vous voulez faire des milliards de choses, un Jenkins, ça se comprend. Si vous êtes petit et que vous n'avez pas l'intention de devenir une grosse usine de développement, allez, retournez-vous plutôt vers un GitHub ou tout ce qui tourne autour d'Azure DevOps. Merci en tout cas pour vos éclairages sur ce sujet qui n'est pas des plus simples. Non, c'est clairement pas un sujet simple. En plus, là, on n'est pas rentré dans le détail de ce que c'est que chacune des étapes, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, mais c'est vrai que c'est déjà tellement compliqué de comprendre le sujet. Et puis entre Git, GitHub, GitLab, ce sont 3 choses différentes, alors qu'on dirait que c'est presque pareil. Mais en même temps, pourquoi avoir fait des mots si proches, quoi. Oui. Tiens, Arthur, tu vas nous présenter ton petit coup de cœur du jour. Coup de cœur. Bon, du jour peut-être pas, de l'année. De l'année, 2023. Attention. Depuis 9 jours. Non, en fait, on a voulu utiliser tout ce qui était App Insight, donc Azure App Insight, qui est une solution de monitoring, entre guillemets, d'application sur Azure, mais sans utiliser Azure. Parce qu'on avait des problématiques où on ne pouvait pas se mettre sur le cloud. Et du coup, je me suis un peu renseigné sur ce qui était utilisé. Et en fait, il se trouve que Azure utilise OpenTelemetry, qui est une sorte de rassemblement. Un standard. C'est un standard, un rassemblement de librairies de SDK pour faire de la télémétrie, donc du monitoring et de l'observabilité. Et qu'ensuite, eux, ils ont leur dashboard qui s'appelle App Insight. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je peux utiliser OpenTelemetry sans App Insight ? Et en fait, tout à fait, ils pouvaient, avec n'importe quelle application, dans notre cas, c'était du Java, tout simplement rajouter un jar à votre Java de base. Et vous avez globalement tout App Insight qui est branché à votre Java et qui permet de faire tout le monitoring et l'observabilité sur un Java custom. Et après, vous avez juste à télécharger ou à installer un dashboard custom, ou à le faire vous-même, mais je ne vous le conseille pas. Et donc, j'ai utilisé Signos. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un dashboard un peu comme App Insight, open source, qui permet du coup de faire de la visualisation de données d'observabilité. Et la base de données, c'était quoi du coup ? La base de données, en fait, ça sauvegarde... Alors, je ne sais pas exactement ce que j'ai tout installé en Docker. Merci Docker. Mais en gros, globalement, c'est très simple d'utiliser. Vous avez un Docker Compose, vous faites Docker Compose up et vous avez tout qui est installé. Et en fait, ce qui est ultra simple à utiliser, c'est que votre OpenTelemetry, vous le mettez en option dans votre Java quand vous lancez votre Java jar, et en fait, tout est fait automatiquement. Vous mettez juste l'URL de votre Signos, et en fait, il va automatiquement envoyer les données à votre Signos, donc à votre dashboard, et vous avez... C'est très bien parce que j'ai rien configuré, et j'ai toutes les requêtes SQL qui passent, le temps qu'elles mettent, les Q99 et les Q0, j'ai vraiment 1 milliard de données, j'ai tous les logs, toutes les erreurs qui passent, sachant que j'ai même pas touché au code. Hein. J'ai vraiment juste mis en option. Et vraiment, c'est fantastique. Et en plus, vous pouvez du coup le lancer en local sans avoir Azure App Insight. Après, il y a beaucoup de configurations à faire, parce que comme je dis, tout est open source. On peut faire globalement tout ce qu'on veut. On peut voir, vu qu'on installe l'agent directement sur la machine, on peut même avoir tout ce qui est processeur, mémoire, etc. Tout et n'importe quoi. Mais ce qui est vraiment très bien, c'est que c'est installé vraiment, c'est out of the box, tu le sors, tu l'installes, tu mets le lien, en plus avec Docker maintenant, tu n'as même pas besoin d'installer quelque chose, tu lances 2 lignes de commande et tu as tout qui est lié, tu as même un petit schéma qui montre un peu ton SI, tous les flux qui sont faits entre eux et tout. Et c'est vraiment très très bien. Donc si vous voulez faire de l'observabilité hors cloud, je vous conseille OpenTelemetry avec Signos ou un autre dashboard, mais celui-là est très cool et très très bien documenté. Voilà pour moi. Merci Arthur pour ce premier coup de cœur. Avec plaisir. Ensuite, on va passer au premier coup de gueule. Coup de gueule. Allez, Philippe, as-tu quelque chose de pénible à nous raconter ? Ouais, moi déjà, mais Philippe, c'est même pas 2 semaines. C'est vraiment un truc pénible parce que j'ai encore vécu une mauvaise expérience en ce début d'année. Je dis ça, c'est pas possible. C'est pas NPM, Philippe. Quoi ? C'est pas NPM encore ? Non, j'ai arrêté cette technologie qui n'en est pas une. Non, moi, mon coup de gueule, c'est, je vais porter un coup de gueule général contre tous les éditeurs SaaS. Parce que j'en ai marre, et Azure et les cloud providers, j'en ai marre de ces estimatifs de prix qui sont absolument infaisables. J'étais encore avec nos amis justement d'une plateforme
d'observabilité. Et en fait, il demande aux clients de remplir des estimatifs d'informations pour avoir des prix. Donc, le client, il n'en sait rien, il finit par le retourner vers sa boîte de service. Et il nous demande d'estimer le nombre de gigas, de logs par mois, par unité, par de requêtes par seconde et tout. Et franchement, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et du coup, à chaque fois, on passe tous pour des branquignoles parce qu'on essaye d'estimer un prix et on se plante avec un rapport de sang, quoi. Parce qu'en fait, on n'en sait rien. Et du coup, je pense que c'est volontaire qu'ils fassent ces trucs-là. Ouais. Et c'est vraiment insupportable d'être pris en otage. Pour que ça soit flou et de finalement, mais tous, les Azure, tous ces logiciels, en gros, ils veulent rincer le client, mais ils veulent pas le dire. Et du coup, ils font des formulaires de prix où c'est 10 balles plus 0,5 centimes du gigaoctet entrant, en sortant, en plus franchement, tu comprends rien. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et du coup, ça rend fou d'avoir des fonctionnalités comme ça. Puis en plus, en général, tu as genre le premier giga offert. Du coup, quand toi, tu fais tes tests en recette, tu payes rien. Ouais. Et puis tu mets en prod et tu payes 200 balles. Et tu es en mode, mais c'est si cher que ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu l'as pas su. Parce que puis du coup, tu n'as pas su et puis tu n'as jamais réussi à estimer. Donc moi, je trouve que c'est la limite de la pratique commerciale trompeuse et que ça devrait être recadré sévèrement par la loi parce qu'on n'est plus dans la logique d'être clair sur ce que va payer le client. Voilà. Mon petit coup de gueule. C'est vrai que c'est pénible. C'est pénible, non, mais on est d'accord, c'est pénible. Ouais, c'est pénibilité partagée. Le dis pas trop, Arthur, après on va dire que je suis aigri. Merci en tout cas, Philippe, pour ce premier coup de gueule. Ça fait plaisir. En fait, c'est moi qui vais faire la rubrique toute l'année. On va passer à notre dernière partie, l'actu des techos. Théo, du coup, notre super reporter IT. Juste, introduction, j'avais un coup de gueule que je me suis réfréné parce que j'ai vu qu'il allait faire l'actu, mais j'aurais pu faire un coup de gueule sur son actu. Sur l'actu voilà. Un débrief de fin d'actu, pourquoi pas. Du coup, une petite actu, on va se focus sur une news qui a pas mal marqué ces derniers temps, c'est donc sur ChatGPT. ChatGPT qui a fait pas mal de bruit, on parle à peu près d'1 million d'utilisateurs en 5 jours. Donc c'est ça, une intelligence artificielle. Typiquement, simplement pour faire de la discussion, pour poser des questions et des réponses. C'est un modèle de langage développé par OpenAI, AI en français. Si vous ne connaissez pas, c'est cofondé par Elon Musk en 2015. Et donc, le but, c'est d'avoir une intelligence artificielle basée sur du deep learning et des réseaux de neurones qui va donc apprendre. Donc, par exemple, elle a appris tout Wikipédia et pas mal de livres, de reviews et pas mal de choses pour pouvoir tenir une discussion et pouvoir répondre à des questions. Le gros avancé de ChatGPT, c'est par exemple une historisation des questions et des réponses. Et on peut par exemple avoir maintenant des conversations plus fluides et un peu plus adaptées à des utilisateurs. La grosse nouveauté aussi, c'est que maintenant tous les secteurs d'activité peuvent être touchés et vraiment le scope et le corpus appris par l'intelligence artificielle est vraiment énorme. Pour revenir un peu plus vers Philippe, du coup, il y a quelques plateformes qui ont complètement banni ces réponses, comme par exemple Stack Overflow, qui avait trop de réponses et qui ne pouvait pas vérifier la fiabilité des réponses. Parce que quand l'IA se plante, elle pense qu'elle a quand même raison. Donc on peut avoir des dialogues un peu de sourds et muets sur des problèmes un petit peu d'âge ou de choses comme ça, ou même par exemple du code qu'on arrive à générer, qui peuvent être assez lunaires. Du coup, ça veut dire que Stack Overflow n'autorise pas ChatGPT à utiliser Stack Overflow ? Alors, n'autorise pas les réponses générées par ChatGPT. Mais comment elle fait ? Elle peut le savoir ? Sûrement via... Et les outils ? Via les outils... Du coup, ça sera pour mon coup de gueule. Vas-y, continue. Je te laisserai cette partie. Un peu à titre d'exemple, la société donc, de Musk, OpenAI, a été valorisée depuis ChatGPT à 29 milliards de dollars, ce qui est quand même pas mal, on va dire. Petite limite de l'application actuellement, elle n'est pas reliée à Internet, et donc elle ne peut pas apprendre sur les données qui se passent actuellement. Je crois qu'elle est limitée à ce qui se passe avant 2021. Donc c'est assez restreint et c'est ce qui se passe avant. Ça pose aussi une autre question, c'est sur le financement. Comme par exemple, on peut souvent voir qu'elle est actuellement down ou out of capacity, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser parce qu'il y a trop de personnes. Actuellement, elle est gratuite, mais on pourra sûrement penser au futur qu'elle sera payante, comme d'autres IA telles que Midjourney qui payent à l'utilisation. Je te laisse la main, Philippe, si tu as un petit... Alors, moi, je trouve que c'est pas hyper... Enfin, c'est à la fois hyper impressionnant et complètement stupide. C'est que, grosso modo, elle a épluché tout ce qui a été dit sur Internet et en fait, elle te revampe des phrases qui ont été dites ailleurs. Ça pose deux problèmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée originale dans ce qu'elle te produit, parce qu'en fait, elle ne fait que copier, et ça pose le problème elle va penser toujours ce que la majorité des gens ont écrit, parce que grosso modo, elle se source sur la majorité de ce qui est écrit sur Internet.
Du coup, ça pose des problèmes de véracité, parce que globalement, si sur la majorité des gens pensent et écrivent n'importe quoi sur un truc, ça va finir par penser comme ça. Et on sait que le contenu qualitatif sur Internet est beaucoup plus faible que le contenu stupide. Et donc, mécaniquement, comme elle apprend majoritairement de contenu stupide, elle va finir par produire du contenu qui n'est pas toujours très intelligent. Et de deux, elle ne comprend pas le sens de ce qu'elle dit. Il y a plein de tests, vous allez voir sur Internet, où vous lui posez 3 questions, et en fait, elle ne comprend pas fondamentalement le sens. Elle arrive à donner le change, mais elle n'est pas très intelligente. Par contre, je pense que le plus gros risque qu'on va avoir sur Internet, et que je partage, alors moi j'ai lu plusieurs articles sur ce sujet-là et je partage complètement ce risque-là, c'est que c'est suffisamment fort pour écrire un texte qui peut paraître écrit par un humain. Qui est très possible aussi. C'est justement ce qui est, notamment au sein des universités, etc., pour les dissertes et tout ça. Et ça va pourrir Internet, parce que du coup, les marketeurs à 2 balles vont s'en servir. Non mais c'est vrai, ils vont s'en servir pour publier des milliers de contenus sur des blogs qui honnêtement, on verra que c'est écrit par un ordinateur, mais ça prendrait trop de temps. Et du coup, vous pouvez très facilement générer 500 sites qui vont parler d'un contenu pour monter dans les référencements Google et compagnie. Et la même chose sur les réseaux sociaux, vous ne pourrez plus faire la différence aussi facilement qu'avant entre un humain et un robot. Ce qui veut dire que très rapidement, si on se projette à 1 an, 2 ans avec cet outil déployé, en fait, vous ne pourrez plus rien croire sur Internet. Donc ça va poser, à mon avis, beaucoup plus de problèmes que ça va résoudre de problèmes qui n'existaient pas déjà à la base. On n'avait pas besoin de générer du contenu stupide sur Internet, il y en avait déjà suffisamment. Mais en tout cas, voilà. Je sais qu'il y a des outils qui ont été créés pour essayer de trouver si un texte avait été généré par l'IA, sauf qu'ils ont inventé d'autres outils pour reformuler les textes qui ont été générés par l'IA, ce qui fait qu'en fait, c'est la chasse aux outils pour trouver qui est mais en fait, tu peux pas. Mais tu vas pouvoir tu peux changer un mot, tu peux juste prendre le lexique. Elon Musk qui se bat contre les bots sur Twitter, franchement, ça sera impossible. C'est vrai que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce ils vont générer des centaines de milliers, et sur les c'est pareil, n'importe qui il est capable d'écrire avec ça n'importe quoi. Et du coup, moi, je trouve ça très inquiétant comme on avait déjà des commentaires qui étaient faux, on avait déjà des reviews qui étaient fausses. Là, on va avoir une myriade de contenus, faux. Et ça, je pense que ça risque d'être vraiment négatif sur la qualité de contenu sur Internet. Et en plus, il y a un effet très feedback book, c'est-à-dire que comme il se nourrit de contenu d'Internet et comme le contenu d'Internet va être généré de plus en plus par des bots, il va se nourrir par du contenu qu'il aura généré lui-même. Après, pour l'instant, il se nourrit plus. Ouais. Oui, très rapidement, on va être dans une boucle de rétroaction où ils vont générer du contenu pour du contenu. Mais vous pensez que c'est... parce que là, on a beaucoup parlé ces 2 dernières semaines notamment, même si ça fait un petit peu plus de temps beaucoup plus de temps même qui bossent dessus, il y avait déjà des versions, etc. Ouais, 30 novembre 2022 à peu près, la sortie officielle. Ouais. Et encore, il est qu'en bêta, donc il y a un engouement énorme, alors que le produit final n'est pas encore sorti techniquement. On a eu GPT-2, GPT-3 et maintenant ChatGPT, mais c'est que des prototypes pour l'instant. Mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être durable, ou c'est juste là, on en fait parce que c'est le buzz du moment? Je pense que pour le coup, c'est une mauvaise évolution, mais qui va malheureusement être durable. C'est-à-dire qu'on va se servir de ça pour tout et rien. J'ai déjà vu des gens qui voulaient générer leur PowerPoint avec, tout ça. Et ça va marcher. C'est comme tous ces trucs d'IA. Ça va faire l'illusion et ça va générer du contenu de basse qualité, comme si on en manquait. Après, ça peut être sympa aussi pour répondre à des questions sans avoir à trop chercher, entre guillemets. Tu poses n'importe quelle question à ChatGPT, il va te répondre globalement. Oui, mais tu n'as aucune confiance dans ce qu'il te dit. Oui, mais tu vas aller sur Wikipédia, c'est pareil. Si, Wikipédia, il y a quand même des humains qui relisent, il y a quand même un process. Oui, mais théoriquement, il s'est sourcé de Wikipédia aussi. Oui, mais c'est autant sourcé Wikipédia que Marie-Claire. Non, mais tu vois, que Marie-Claire ou que n'importe quel site basse qualité et tout ça, quoi. Mais par contre, pour les gens qui regardent TikTok, il sera capable de générer du contenu stupide pour TikTok à des gens. Ah non, je dérive. On démarre pas l'année comme ça. On démarre pas l'année comme ça. Ça marche. Ça, je voulais dire quelque chose que j'ai totalement oublié. Après, moi, pour une utilisation intéressante de ChatGPT, j'ai un collègue, il met les ingrédients qu'il a dans son frigo à ChatGPT et il lui demande de trouver des recettes et il trouve des recettes. Voilà, c'est pour vous. Si vous voulez. On va arrêter de réfléchir. Ouais, on va faire fondre des icebergs juste parce que le gars, il sait pas qu'avec des pâtes et du sel, il peut faire de. Oh non. Mais est-ce que ça n'a pas un danger justement pour un Google, par exemple, finalement? Parce que tu dis, tu poses une question. Aujourd'hui, ta question, des gens posent les questions sur Google, en fait, en termes de. Oui, parce que c'est gratuit pour l'instant de ChatGPT. Mais le jour où ce sera payant, on en aura beaucoup moins. Ça m'inquiète pas des masses pour eux. Ils vont l'intégrer comme ils ont intégré tout ça et ça sera intégré. Je sais pas. Moi, ça m'inquiète pas des masses pour eux. Moi, j'ai pas trop peur. Je pense qu'ils vont s'en sortir. Ouais. Et puis au pire, bon, ça risque d'aller pour eux, je pense.
Ça marche. Merci à tous en tout cas sur, du coup, pour vos avis et sur les plateformes DevOps et aussi sur le sujet ChatGPT du moment. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis on vous souhaite de nouveau une bonne année 2023. Plein de bonne humeur. De bonne humeur surtout. Ne soyez pas pénibles. J'y ai pensé. À bientôt tout le monde. Salut. Ciao. Ciao.